Alors, bonjour tout le monde. Merci encore une fois pour l'invitation. Et aujourd'hui, je vais parler de l'oxygénothérapie hyperbare, de principes physiques et physiologiques et des indications de l'oxygénothérapie hyperbare. En effet, cette discipline existe depuis les années 60 dans les pays occidentaux, mais malheureusement, chez nous, c'est une activité qui commence à se développer. Certes, la médecine hyperbare dérivée du point de vue donc, pratique de la médecine de plongée, mais actuellement, la médecine hyperbare est individualisée comme une spécialité médicale qui prend en charge d'autres pathologies. Et en fait, l'oxygénothérapie hyperbare dans les hôpitaux, c'est un plateau technique qui s'intéresse à un panel de beaucoup de pathologies, depuis l'intoxication au monoxyde de carbone jusqu'à la cicatrisation, les embolies gazeuses et plusieurs autres indications, et qu'on profite ces dernières années d'amélioration de niveau de preuve et qu'il y a des nouvelles études qui apparaissent à chaque année et qui améliorent le niveau d'évidence pour traiter, pour utiliser cette thérapie dans le traitement de pas mal de pathologies. Donc, en fait, c'est quoi l'oxygénothérapie hyperbare? L'oxygénothérapie hyperbare, ce n'est qu'une modalité d'administration de l'oxygène. Ce que nous, habituellement, on donne de l'oxygène via un masque ou via une sorte d'intubation ou via le petit flot, mais c'est toujours à la pression atmosphérique qui est une atmosphère absolue, voilà, un bar. Super Pour professeur. l'oxygénothérapie hyperbare, c'est l'administration de l'oxygène à une pression supérieure à la pression atmosphérique et Super c'est professeur. généralement 2 à 2,5 atmosphères. Donc, comme je viens de vous dire, c'est une modalité d'administration de l'oxygène à une pression supérieure à la pression atmosphérique, communément entre 2 et 2,5 atmosphères. Et c'est quoi le rationnel de tout ça? C'est que le fait de faire inhaler de l'oxygène sous pression, ça permet d'augmenter l'oxygénation tissulaire et c'est de là que découlent les effets thérapeutiques de cette oxygénation. Vous voyez maintenant les diapos? Oui, ça va, nous Est-ce que voyons. vous voyez les diapositives? Oui, ça va, nous voyons, D'accord. mais en- Donc, deux effets physiologiques de l'oxygénothérapie hyperbare et que deux. Le premier effet, c'est l'effet de l'élévation de la pression barométrique, c'est-à-dire la pression, c'est l'effet pression, la pression qui règne dans les chambres hyperbares. Et le deuxième, c'est l'effet de l'augmentation de la pression partielle en oxygène ou l'effet oxygénation. Ce qui nous intéresse dans la majorité des pathologies, c'est essentiellement l'effet de l'augmentation de l'oxygénation, de l'augmentation de l'oxygène dissous dans le sang. Pour le premier effet, il relève donc d'une loi qui est bien connue, la loi de gaz parfait ou la loi de constance de gaz, qui stipule que le rapport de la pression fois le volume, il est toujours constant et que chaque fois qu'on augmente la pression, on va automatiquement comprimer le volume et diminuer. C'est-à-dire, si on a un ballon de 8 litres, si on est à 1 atmosphère absolue et qu'on commence davantage à comprimer, donc on va avoir un volume de 4 litres si on est à 2 atmosphères, et si on commence davantage à 6 atmosphères, on est uniquement à 1,3. Ça, c'est un effet intéressant dans la mesure où ça permet de réduire les amas gazeux dans l'organisme, notamment dans le cas d'embolie gazeuse et hétérogène, après circulation extracorporelle, ou après hémodialyse, ou après cellulochirurgie, et ça permet d'améliorer la dénitrogénation, surtout dans les accidents de la plongée sous-marine. Mais cet effet thérapeutique qui permet de réduire les amas gazeux n'est pas indéfini, il faut le limiter parce que ça explique de l'autre côté les effets indésirables ou les effets délétères de l'augmentation de la pression, notamment, comme vous le savez tous, le barotraumatisme des sphères ORL et pulmonaires. D'accord? Mais le deuxième effet, qui à mon sens qui est le plus important et qui est la source de traitement de plusieurs pathologies, c'est l'augmentation de l'élévation de la pression partielle en oxygène. Et comme vous le savez, la loi d'Henry stipule que la quantité d'un gaz au niveau donc dissous dans un liquide biologique, c'est mieux que le coefficient de solubilité de ce gaz dans le liquide, c'est-à-dire la coefficient de solubilité de l'oxygène dans le plasma, multiplié par la pression partielle. Donc, chaque fois qu'on augmente la pression, on va augmenter la quantité de gaz à l'intérieur, à l'interface air liquide et finalement au niveau du sang. Donc, à saturation, si on a à 1 atmosphère absolue la pression là où nous sommes, vous et moi, et qu'on on a par exemple 4, la quantité est de 4,
Si on augmente ou on double la pression, donc la quantité, la pression partielle de l'oxygène va augmenter et on va doubler l'oxygène dissous dans le sang. Alors, comme je viens de vous dire, donc, le transport d'oxygène dans l'organisme, il est composé de deux parties. L'oxygène qui est lié à l'hémoglobine, et chaque atome ou chaque molécule d'hémoglobine va transporter 4 atomes d'oxygène, donc c'est 1,34 fois l'hémoglobine fois la saturation. Et ça, c'est le contenu artériel en oxygène qui est lié à l'hémoglobine. C'est un phénomène saturable, parce que la saturation en oxygène ne peut pas dépasser 100%, elle ne peut pas transporter plus que 4, c'est un phénomène saturable. Et dans notre sang, on a pratiquement 20 millilitres d'oxygène par 100 millilitres de notre sang qui circule. Mais la deuxième partie, qui est l'oxygène qui est dissous et qui est donc en fait à l'origine des échanges, l'oxygène dissous, c'est bien évidemment le coefficient de solubilité de l'oxygène dans le sang, dans le plasma, multiplié par la pression artérielle en oxygène. Généralement, nous, en réanimation, on néglige cette partie, l'oxygène dissous, parce que c'est une quantité infime qui est de l'ordre de 0,3 millilitres par 100 millilitres de sang. Ce n'est pas très important et souvent, quand on fait le calcul de transport d'oxygène dans l'organisme par l'utilisation de Swan-Ganz, par exemple, en réanimation, on néglige la partie, c'est à pression atmosphérique normale. Mais quand on est en condition d'hyperbarie, cette partie devient très intéressante et au fur et à mesure qu'on augmente la pression à l'intérieur de chambre hyperbare et qu'on donne aux malades une FiO2, c'est-à-dire une fraction aspirée en oxygène importante de 100%, on arrive à augmenter. On peut passer la suivante. La suivante. Alors, non, avant, s'il vous plaît. Alors, donc, vous voyez, c'est qu'en rouge, c'est l'oxygène, donc le contenu artériel en oxygène qui est lié à l'hémoglobine. Et je viens de vous dire que c'est un phénomène saturable. Moi, je préfère mes diapositives parce que là, c'est figé, là, je ne peux pas intervenir sur ça. Donc, vous voyez l'oxygène qui est en rouge, qui est lié à l'hémoglobine, c'est saturable, mais ce qui est en vert, c'est l'oxygène dissous, et ça augmente au fur et à mesure qu'on augmente la pression partielle en oxygène. Donc, regardez sur le tableau en bas, vous avez donc, nous, actuellement, on respire à 21% d'oxygène. On a une pression dans nos alvéoles qui est à 100 mm de mercure, dans notre sang qui est à 100 pratiquement, et on a de l'oxygène qui est combiné à l'hémoglobine dans 19-20. Et l'oxygène dissous, il est de 0,3. Imaginez qu'on augmente la pression progressivement à 2-3 bars, c'est la pression qu'on utilise dans les chambres hyperbares, c'est entre 2 à 3, et qu'on donne au malade de respirer 1, c'est-à-dire FiO2 à 1, c'est-à-dire 100% d'oxygène. Si vous pouvez mettre sur donc voilà, donc vous voyez la partie la plus importante, donc en oxygénothérapie hyperbare, on joue sur la partie oxygène dissous dans le sang, qu'on arrive à, regarder ici, on arrive à augmenter cet oxygène dissous de 20 fois, d'accord? Donc, si vous voyez sur la dernière colonne de l'écran, si on pressurise nos chambres à 3 bars, à 3 atmosphères absolues, et qu'on fait inhaler au malade via de masques étanches 100% d'oxygène, on arrive pratiquement à 6 millilitres d'oxygène dissous dans 100 millilitres de sang, c'est-à-dire on a augmenté l'oxygène dissous par un facteur de 20. Et c'est ça qui est responsable des effets thérapeutiques de l'oxygène hyperbare. Ceci est un enregistrement réel de ce qu'on appelle la pression transcutanée en oxygène. C'est quoi la pression transcutanée? C'est une technologie qui utilise l'infrarouge, c'est une technologie très ancienne qui était utilisée avant en néonatologie. Et regardez ici, c'est un enregistrement de toute une séance de 90 minutes à une pression de 2,5 atmosphères à l'intérieur de chambre. Et vous voyez qu'on donne la première partie, c'est avant de commencer la séance. Donc, vous voyez le malade, il respire de l'air. Et cette pression transcutanée, ce n'est pas exactement la pression tissulaire en oxygène, mais ça permet d'avoisiner, de donner une idée sur la pression tissulaire en oxygène. Donc, vous voyez sur des membres qui sont ischémiques, c'est que dans les conditions normales, quand le malade respire de l'air,
on a une pression au niveau du pied qui est aux alentours de 10 ou 20 mm de mercure. Et quand on lui donne de l'oxygène à 100%, et on augmente la pression dans la chambre jusqu'à 2,5 atmosphères, vous voyez qu'on va multiplier cette TCPO2 par des facteurs de 10, de 20, de 30 fois. Et bien évidemment, l'augmentation de la pression tissulaire en oxygène, c'est important dans la mesure où ça donne des effets thérapeutiques, mais aussi c'est un facteur qui est limité parce qu'il y a une certaine toxicité de l'oxygène et la toxicité aiguë de l'oxygène, ça peut, via la vasoconstriction cérébrale, ça permet de donner des convulsions. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans les chambres hyperbares? On ne donne pas au cours d'une heure et demie en continu l'oxygène, on fait de parties de 25% d'oxygène à 100%, entrecoupées de 5 minutes d'air, et ceci pour éviter la toxicité aiguë de l'oxygène. Donc, cette élévation de la pression tissulaire en oxygène va être responsable des effets physiologiques ou des effets thérapeutiques de l'OHB. Il y a des effets sur le transport d'oxygène, comme je viens de vous montrer tout à l'heure. Il y a des effets sur la microcirculation, on va en parler. Il y a des effets anti-infectieux. Vous savez que l'oxygène, c'est l'antidote des germes anaérobies. Et puis, il a des effets sur la cicatrisation. Et comme je viens de vous dire, bien évidemment, on ne peut pas augmenter de façon indéfinie donc, cette concentration de cette oxygénation tissulaire parce qu'on risque d'avoir des effets néfastes. Donc, l'oxygène, l'augmentation de l'oxygénation tissulaire va donner une vasoconstriction périphérique, ce qu'on appelle la vasoconstriction hyperoxique. Et cet effet est intéressant dans la mesure où ça va entraîner une diminution de la fuite capillaire, donc ça va diminuer la transidation capillaire, donc ça va diminuer l'œdème. L'hyperoxie, par le biais de la vasoconstriction, permet de diminuer le débit cardiaque. C'est pour cela, ça c'est un effet qui est quand même négligeable, mais il devient intéressant chez les malades qui sont insuffisants cardiaques. Le fait d'augmenter la post-charge par la vasoconstriction, ça permet de compenser certaines insuffisances cardiaques, surtout quand il s'agit d'une insuffisance cardiaque donc très avancée. Et c'est pour cela, les malades qui ont une insuffisance cardiaque très avancée ou une coronaropathie qui n'est pas revascularisée, ça représente une contre-indication à l'oxygénothérapie hyperbare. L'oxygène, il a aussi des effets sur la rhéologie et ça permet d'améliorer la déformabilité érythrocytaire. Un autre effet, actuellement, les utilisations de l'OHP dans le domaine de la cicatrisation s'élargit de jour en jour et l'oxygène, il a un effet sur l'acteur principal de la cicatrisation qui est le fibroblast. Vous savez que le fibroblast, c'est tel qui synthétise le collagène et le collagène, c'est l'élément essentiel pour assurer une bonne cicatrisation et la fonction fibroblastique, elle est optimale à une pression tissulaire en oxygène aux alentours de 80 mm de mercure. Et elle est pratiquement inexistante s'il y a une ischémie tissulaire, c'est-à-dire inférieure à 25%. Et les plaies, généralement, les plaies, c'est des zones ischémiées, et le fait de faire de l'oxygénothérapie hyperbare, ça permet de maximiser la quantité d'oxygène régnant au niveau du plaie, ou dans le lit de la plaie. Donc, ça va améliorer la fonction fibroblastique en augmentant la quantité de collagène, mais non seulement la quantité, mais aussi de collagène de bonne qualité, c'est-à-dire de collagène qui permet une cicatrisation de qualité. Le HB, il a aussi un effet sur l'angiogénèse, et c'est ça actuellement où il y a beaucoup d'études qui sont en train d'être faites, c'est que le fait d'augmenter la concentration d'oxygène tissulaire, ça permet d'augmenter le VEGF, c'est le facteur donc, endothélial de stimulation vasculaire, et ça va permettre de pousser une nouvelle vascularisation, certes microscopique, mais c'est ça qui va engendrer cette angiogénèse, c'est-à-dire là, et ça a un rôle très important dans la cicatrisation, mais ça a aussi un rôle actuellement dans des études sur le cerveau, sur l'amélioration des malades, par exemple, sur le neuroangiogénèse cérébrale à la phase tardive des AVC, par exemple, ou de trauma crânien. Et puis, l'OHB aussi permet de stimuler la fonction ostéoblastique, donc ça permet d'améliorer le remodelage osseux chez les malades qui ont des ostéonécroses ou des ostéomyélites chroniques.
Et si je veux vous montrer un cas réel qu'on a traité dans le service d'un arrachement de membres, c'est juste pour vous dire que la plaie, c'est une zone ischémique. Ce que je vous montrais tout à l'heure ici, c'est un malade qui est artéritique et pourtant, en lui donnant de l'oxygène, on arrive à augmenter. Mais ça, malgré qu'il s'agit d'un patient qui est jeune, qu'on a traité, il a se fait arracher le membre par un bétonnière, c'est un maçon. Donc, vous voyez que quand on fait l'enregistrement de sa TCPO2, et malgré un apport d'oxygène similaire, de cas similaire, il n'arrive pas à augmenter et c'est pour cela qu'on était obligé de faire plusieurs séances pour améliorer sa cicatrisation. Autre effet de l'oxygénothérapie hyperbare, c'est l'effet antimicrobien. Et l'OHB et l'oxygène, c'est l'antidote des germes anaérobies, notamment les Clostridium. Et cet effet antibactérien, il est intéressant dans la mesure où l'OHB, il est indiqué actuellement et depuis longtemps dans les infections à germes anaérobies ou à germes aéro-anaérobies mixtes. Autre chose, et on a constaté que l'oxygène améliore donc ou potentialise l'effet des antibiotiques et ça permet d'améliorer la fonction leucocytaire en améliorant la production de radicaux libres de l'oxygène. Alors, j'espère que cette partie d'explication de mécanismes physiologiques de l'OHP a été bien claire malgré les coupures de l'écran. Maintenant, je vais passer très rapidement aux indications. Donc, les indications actuelles de l'oxygénothérapie hyperbare, chez nous, actuellement, on utilise ou on se réfère au dernier consensus européen qui a été publié en 2017. Chaque 10 ans, je pense 5 ou 6 ans, il y a une mise au point des indications et il y a des nouvelles études qui apparaissent, donc le niveau de preuve s'améliore et les indications de l'oxygénothérapie hyperbare sont classées en 5 catégories. Il y a des indications de classe 1 où il y a des recommandations qui sont des recommandations fortes et l'OHB est recommandé et le niveau de preuve est clair. C'est essentiellement, c'est essentiellement les urgences, notamment l'intoxication au monoxyde de carbone, les fractures ouvertes, ce qu'on appelle le crash syndrome, les lésions post-radiques, les infections, donc les lésions post-radiques, soit mandibulaires, soit osseuses, soit aussi de cystites et de proctites, la surdité brusque et l'embolie gazeuse, ainsi que les infections, comme je viens de dire tout à l'heure, les infections à germes anaérobies. Donc, tout ça, c'est des indications qui sont anciennes et qu'il y a un accord fort pour l'utilisation de l'oxygénothérapie hyperbare dans ces différents types d'indications. Je vais les détailler rapidement. Donc, l'intoxication au monoxyde de carbone, chaque patient qui fait une intoxication grave avec soit un état de coma, soit une perte de connaissance, soit qu'il y a des anomalies à l'examen ou des anomalies à des troponines qui bougent ou un ECG qui est pathologique, il faut faire de l'oxygène hyperbare. Et puis, donc, soit dans les 3 cas de figure de forme grave, l'état de coma, perte de connaissance ou altération donc, de l'examen neurologique ou cardiaque, et chez la femme enceinte, que toute femme enceinte, quelle que soit la gravité, même si c'est une gravité donc, minime de l'intoxication au CO, il faut obligatoirement lui faire de l'OHP parce que probablement, ça va donner de retard de croissance parce qu'il y a un risque d'intoxication prolongée par élimination de CO par le placenta. C'est pour cela, si vous êtes face à un patient intoxiqué qui est en état de coma, qui a perdu conscience et puis il s'est réveillé, ou une femme enceinte, il faut le traiter par oxygénothérapie hyperbare et ça a montré sa supériorité à l'utilisation de l'oxygène normobare pendant 6 à 12 heures. Donc, pour les autres cas, c'est-à-dire de gravité moindre, il y a une intoxication CO, mais ce n'est pas le 4K qu'on a parlé tout à l'heure, mais là, c'est pareil. Traité par 12 heures d'oxygène au masque, c'est-à-dire masque à haute concentration entre 6 et 12 litres, ou l'OHB, on n'a pas trouvé de différence.
Donc, le 2 cas est possible. Et puis, comme il n'y a pas beaucoup de centres hyperbares, si la gravité n'est pas importante ou que le malade peut bénéficier de 6 à 12 heures d'oxygène, ça ne sert à rien de le trimballer dans un centre hyperbare. Et puis, il ne faut pas traiter les malades qui sont asymptomatiques, qui ont une forme mineure, et qu'on le voit 24 heures après. Ça ne sert strictement à rien parce qu'on a constaté que la survenue d'altérations neurologiques secondaires, ce qu'on appelle le syndrome post-intervallaire ou le syndrome neurologique tardif secondaire à l'intoxication de l'oxyde de carbone, il survient chez les formes plus graves, ce n'est pas chez les formes mineures. Pour tout ce qui est fracture ouverte et lésions d'écrasement de membres. Donc, c'est une recommandation aussi qui est retenue. Et en cas de lésion par écrasement, même s'il n'y a pas de fracture, il y a des plaies sans fracture, il faut utiliser l'oxygène hyperbare. Pourquoi? Pour éviter la survenue de syndrome compartimental, c'est-à-dire pour éviter le syndrome de compartiment, la nécrose tissulaire, et parce que l'utilisation de l'OHP chez les malades avec écrasement de membre, avec fracture ou sans fracture, et avec la vasoconstriction, la diminution de l'œdème, ça permet d'améliorer la vascularisation. Et puis, dans un état secondaire, l'étape secondaire, ça va améliorer la cicatrisation de plaies. Mais les recommandations sont l'utilisation de la pression tissulaire en oxygène. C'est très important. Et ce que je vous montrais tout à l'heure, l'utilisation de la TCPO2, ça a permis de révolutionner l'utilisation de l'oxygène hyperbare et ça permet de screener les malades, quels que soient dans les plaies aiguës ou dans les plaies chroniques. Et je vais vous montrer ça. Les accidents de décompression, de saturation de la plongée sous-marine, donc c'est une indication reconnue depuis longtemps. On ne va pas en parler, ça nécessite des cours et des cours déjà parce qu'il y a différents types. Mais ce qu'on traite, on traite les accidents de désaturation de type 2, c'est-à-dire essentiellement neurologique, médulaire ou cérébral, ou la surpression pulmonaire. Déjà, c'est un cours à part. Nous, dans notre activité ici, dans le Centre de médecine hyperbare de Tunis, qui a commencé son activité depuis 2009, on n'a pas traité énormément de cas d'accidents de la plongée sous-marine. On a traité dans une centaine de cas. Par contre, on a traité plus que 1500 cas de qui est diabétique. C'est-à-dire on fait plutôt plus de cicatrisation, on fait beaucoup d'urgences, l'intoxication de monoxyde de carbone, la surdité brusque, mais on ne fait pas beaucoup d'accidents de plongée parce qu'il n'y a pas une grande activité de plongée de loisirs en Tunisie. La surdité brusque, la surdité de perception idiopathique est définie par une baisse de 30 décibels sur 3 fréquences différentes. Donc, comme vous le savez, la physiopathologie de cette surdité n'est pas bien élucidée. Ça pourrait être post-viral, ça pourrait être inflammatoire, ça pourrait être d'origine microvasculaire. Donc, il faut traiter ces malades très tôt, dans les 2 semaines. C'est un traitement médical qui associe les vasodilatateurs, les antivirales, le corticoïde et obligatoirement l'oxygénothérapie hyperbare et ça donne des résultats spectaculaires. Quand le malade il arrive rapidement dans le centre, dans le 15 jours, avec un traitement médical bien conduit, c'est-à-dire corticoïdes, vasodilatateurs et antiviraux, associés à l'OHP, au bout de 10 séances, généralement, les malades jeunes qui ne sont pas diabétiques, qui ne sont pas hypertendus, qui n'ont pas d'atteinte vasculaire, ils cicatrisent et ils récupèrent une audition, récupèrent ad intégram. Par contre, si on vient après 1 mois, 2 mois, et qu'il s'agit de sujets âgés ou de sujets qui ont de tares diabétiques hypertendues et qu'ils viennent après 2 mois, les résultats sont très aléatoires. Dans le service ici, on prend entre 70 et 100 surdités brusques par an. Alors, la troisième indication qui est aussi très intéressante, c'est que, comme vous savez, la radiothérapie est utilisée dans le traitement de certains cancers et malheureusement, des années plus tard, ça risque de donner des lésions post-radiques, non seulement dans l'os, tel que dans le mandibule, par exemple, ou le maxillaire, suite à une irradiation par le cancer de la sphère ORL et notamment le CAVA, il y a des lésions qui s'installent soit au niveau de l'os, soit au niveau de parties molles, et l'oxygène hyperbare est indiqué dans ce cas-là, soit dans la prévention, immédiatement après soins dentaires, soit si il
il s'installe une ostéoradionécrose mandibulaire et là, la tâche devient très difficile. Ces malades ont fait 40 à 60 séances d'oxygénothérapie hyperbare et parfois, c'est des attentes qui sont récurrentes et on traite le malade donc chaque année ou chaque 2 ou 3 ans, il revient dans le centre pour faire encore une autre série d'oxygène. Pas uniquement les ostéoradionécroses mandibulaires, mais aussi les cystites et les cystites hémorragiques qui surviennent après irradiation du bassin ou après irradiation pour cancer de la prostate. Et c'est une atteinte pathologique qui est très invalidante, ça donne des anémies, des douleurs donc vésicales. Et on a constaté que le traitement par oxygène hyperbare, ça permet une amélioration, pas dans le premier jour, mais à partir d'une dizaine, quinzaine de séances, le malade commence à s'améliorer et l'hématurie régresse et la douleur régresse, tout comme les rectites post-radiques qui surviennent après irradiation pour cancer de rectum. Aussi, c'est une indication de l'oxygénothérapie hyperbare et les lésions aussi de Tusimo après irradiation, par exemple, pour cancer de sang, et qui donne donc une atteinte de la peau et de parties molles. L'oxygène hyperbare est aussi indiqué dans cette forme-là. Pour l'embolie gazeuse, donc ça va de soi, et la pression permet de diminuer les amas gazeux. L'augmentation de l'oxygénation permet de dénitrogéner les amas gazeux dans la circulation. Il faut, donc le diagnostic de l'embolie gazeuse, c'est un diagnostic de circonstance, donc chez un malade qui subit par exemple une chirurgie cardiaque, qui ne se réveille pas, qui fait une altération hémodynamique ou neurologique après une CEC ou après une celluliochirurgie ou au cours d'une séance d'hémodialyse. Donc, ces malades, il faut le proposer très rapidement pour l'oxygénothérapie hyperbare dans les 6 heures. Les résultats sont les meilleurs, c'est dans les 6 heures, mais ça reste toujours efficace même après 24 heures. Malheureusement, le diagnostic, il est souvent fait de façon tardive. C'est pour cela que le malade garde des séquelles neurologiques, mais il faut toujours proposer l'oxygénothérapie hyperbare en cas où on suspecte donc une embolie gazeuse. Les infections bactériennes anaérobies ou anaérobies mixtes, donc toute infection de parties molles facilite les creusons, mais surtout les gangrènes de Fournier, c'est-à-dire les gangrènes donc, pelviennes. C'est une indication donc, de type A de l'oxygénothérapie hyperbare, mais bien évidemment, chose que je dois le dire, c'est que l'oxygène hyperbare s'intègre dans une prise en charge globale, c'est-à-dire on ne peut pas traiter par OHB un malade uniquement par OHB, il faut l'opérer, il faut donner des antibiotiques, donc dans le gangrène de Fournier, donc tout ce qui est infection donc, de parties molles, infection aérobie ou anaérobie, il faut proposer ces malades en OHB après, bien évidemment, une excision chirurgicale et après une antibiothérapie qui vise le germe responsable. Les abcès cérébraux qui sont multiples et inaccessibles à une chirurgie, il faut donc peuvent être améliorés par l'oxygénothérapie hyperbare. Je passe au deuxième type de recommandations qui regroupe une panel très large d'indications et je vais insister essentiellement sur le pied diabétique, sur la nécrose fémorale et sur l'occlusion de l'artère centrale de la rétine vu la gravité de ces lésions. Donc, le jury suggère, vous voyez dans le type 1, c'est des indications qui sont recommandées indiscutablement. Mais ces indications actuelles, c'est des indications où il y a quand même une amélioration de niveau de preuve. Et si vous regardez dans la colonne à droite, il y a donc une nette amélioration. On a augmenté, il y a upgrade des indications. Et tout ça parce que sur les dernières années, il y a eu beaucoup d'études sur la cicatrisation, sur le brûlé, sur l'occlusion de l'artère centrale de la rétine. Donc, le niveau d'évidence est bien amélioré ces dernières années. Donc, je veux vous parler de tout ce qui est ostéomyélite chronique réfractaire. Vous savez que les abcès de l'ostéomyélite, ça se traite, ça se tarie, puis ça réchauffe de nouveau. Donc, ces malades, en plus de le traitement antibiotique, en plus de l'eschélectomie chirurgicale, il faut toujours le proposer en OHP. C'est un traitement adjuvant qui pourrait améliorer
ces malades. Et puis, la nouvelle indication qui est assez récente quand même, c'est tout ce qui est l'ostéonécrose de la tête fémorale qui peut survenir soit chez les obèses, les alcooliques, secondaires à un traitement par les corticoïdes. Et ça a été, vous voyez, j'ai mis cette étude ici pour vous montrer que toute l'indication ou la recommandation a été basée sur cette étude. Il n'a inclus que 20 patients. C'est juste pour dire que l'OHB, c'est une piste de recherche très intéressante. Donc, l'ostéonécrose de la tête fémorale, c'est une vingtaine de malades qu'on a traités. Ceux qui sont en bleu, on les a traités par l'OHB, une trentaine de séances, à raison de 5 séances par semaine, donc 6 semaines de traitement. Et le groupe contrôle, les malades qui ont inhalé l'air uniquement, n'ont pas été traités. Et vous voyez qu'il y a une très nette amélioration de l'échelle de la douleur. Donc, les malades, ils sont moins algiques. Et c'est pour cela que l'OHB est indiqué, mais bien évidemment, pas tout seul. Il faut toujours l'associer avec la prise en charge globale, notamment la perte de poids, l'arrêt de tabac, l'interdiction de l'appui. C'est toujours, donc, comme vous le voyez dans la majorité des indications, l'oxygène hyperbare, c'est toujours un traitement adjuvant qui permet de renforcer l'effet des autres thérapeutiques. L'occlusion de l'artère centrale de la rétine, c'est une indication qui vient d'entrer aussi, d'être recommandée. Elle n'est pas très bien connue par nos collègues ophtalmologues, malheureusement. On commence à faire maintenant la publicité pour cette indication parce que sur les 4 ou 5 malades qu'on a traités dans le service, on a constaté des excellents résultats. Et vous savez, l'enjeu de perte de la vie chez nos malades, c'est des occlusions chez des malades qui ont une thrombophilie ou qui ont donc des troubles de la coagulation. Et c'est des malades généralement qui s'améliorent dès la première séance, une dizaine de séances, et on pourrait améliorer ces malades. Alors, l'indication actuellement la plus largement utilisée, c'est dans le domaine de cicatrisation et le pli qui ne cicatrise pas, et notamment le pli diabétique. Donc, le HB, il est indiqué après, donc en cas de pli diabétique ou en cas de pli ischémique, avec ou sans traitement chirurgical. C'est-à-dire si le malade il est revascularisable chirurgicalement ou par angioplastie, même ces malades, s'ils ne sont pas revascularisables ou opérables, il faut proposer l'oxygénothérapie hyperbare, mais et les recommandations sont claires, c'est en utilisant la pression transcutanée en oxygène, en faisant le test. Si, par exemple, chez le pli diabétique, on arrive à augmenter la pression tissulaire en oxygène à plus de 20 mm de mercure, quand on le met dans la chambre à 2,5 atmosphères et 100% d'oxygène, on arrive à augmenter, c'est que le malade il est répondeur. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que l'utilisation de TCPO2 est très intéressante parce que ça permet de screener et de chercher les malades qui répondent bien. Chez les malades qui ont une artériopathie de membre inférieur aussi et qui ne sont pas revascularisables et qui sont en ischémie critique avec 50 mm, si on arrive à augmenter avec l'OHP à 50 mm de mercure, je vous ai dit tout à l'heure que le fibroblast fonctionne bien à 80 mm de mercure, mais on peut arriver jusqu'à plus que ça. Donc, si on peut augmenter cette pression tissulaire en oxygène, c'est de bons candidats et ça permet de traiter leurs lésions s'ils ont des plaies chroniques et ça permet même chez les malades artéritiques sans troubles trophiques d'améliorer la fonctionnalité. On en a vu de malades qui améliorent même leur périmètre de marche et qui ont beaucoup moins de claudication intermittente après une dizaine ou une vingtaine de séances d'oxygénothérapie hyperbare, mais toujours on fait de TCPO2 avant le traitement, au cours du traitement et après les séries de traitements. D'accord? Donc, pour ce qui est pied diabétique, et comme la TCPO2 n'est pas très généralisée actuellement dans le monde, il y a que certains centres qui disposent nous, heureusement, qu'on dispose de cet appareil de pression tissulaire en oxygène, et comme ce n'est pas toujours réalisable, donc, toute plaie de pied diabétique qui ne cicatrise pas après 4 à 6 semaines de prise en charge adéquate avec des pansements qui sont adéquats, il faut le proposer à l'OHB, tout comme aussi les lésions qui sont les plaies chroniques qui sont secondaires à des atteintes vasculaires, à des vascularites qui ne répondent pas au traitement anticoagulant. Je passe très rapidement, ça c'est les recommandations américaines sur le pied diabétique et qui suggèrent
toujours après la classification, donc Wagner et la classification de l'étendue de la plaie, Wagner 2, c'est-à-dire il y a une atteinte de la peau et de la sous-peau, Wagner 3 avec l'os aussi, et il suggère de traiter le malade par oxygénothérapie hyperbare immédiatement après la chirurgie, il faut le proposer, ou s'il y a donc une lésion très étendue, ou si la lésion ne cicatrise pas après 4 semaines de traitement et de pansement bien compris. On utilise aussi l'OHP quand on fait des greffes cutanées ou de lombo-cutanées, mais il faut toujours utiliser la TCPO2. Il faut proposer le malade le plus rapidement possible. Et chez les malades, par exemple, nous ici, dans le bassin méditerranéen, on a beaucoup d'ulcères de jambes. On propose de faire quelques séances d'oxygène hyperbare avant la greffe cutanée, c'est-à-dire pour préparer le lit de la plaie. Et immédiatement, on reprend le malade juste après greffe ou lombo. On le reprend immédiatement, on fait une dizaine de séances pour améliorer la prise de greffe. Le brûlé supérieur à 20% de surface corporelle, c'est une indication. Nous, malheureusement, on ne le fait pas parce que c'est très lourd comme logistique. Le malade brûlé, surtout à la phase initiale. L'intérêt de l'OHB, c'est la phase initiale, surtout quand il y a une intoxication associée. Mais c'est très lourd comme logistique. C'est des malades de réa qui nécessitent une réanimation lourde. Mais c'est indiqué. Nous, comme il y a un seul centre dans le pays, on ne peut pas faire tout ça. Donc, l'OHP pour la cicatrisation n'est pas indiqué chez le malade qui cicatrise rapidement, mais il faut bien sûr l'intégrer dans toute une stratégie de prise en charge pour créer des réseaux de cicatrisation entre chirurgiens plasticiens, chirurgiens vasculaires, l'équipe de nursing, c'est-à-dire le pansement, la décharge du pied diabétique, l'amélioration du diabète, l'équilibre de diabète, l'arrêt du tabac. Tout ça, c'est une stratégie globale associée à l'hyperbare. Ça permet d'améliorer la cicatrisation. Très rapidement, sur le consensus européen entre la Société européenne d'hyperbare et de réparation tissulaire, ce qui m'a interpellé ici, ce que vous voyez dans les deux lignes en bas, les recommandations sont de généraliser l'utilisation de la pression tissulaire en oxygène pour pouvoir classer les malades qui répondent et qui ne répondent pas. Et puis, il faut faire de réseaux pour échanger les expériences pour pouvoir faire un travail multidisciplinaire et améliorer le prix. Ce qui est nouveau actuellement, je vais essayer d'aller très rapidement, c'est que l'oxygène hyperbare commence d'avoir une place et comme cet effet d'hyperoxie, ça pourrait améliorer l'angiogénèse, ça pourrait diminuer l'inflammation. Il y a récemment des incitations de sociétés savantes pour utiliser l'oxygène hyperbare chez les malades traumatisés cérébro-lésés, traumatisés crâniens ou AVC à la phase tardive. Certainement pas à la phase initiale, parce que quand on fait de l'oxygène hyperbare chez les malades qui ont un AVC à la phase initiale, on a constaté qu'il y a une aggravation. Donc, mais on a constaté que ça améliore la fonctionnalité et ça améliore donc l'indice d'amélioration même de score de Glasgow Outcome Scale à 5 mois ou à 6 mois après un AVC. Donc, il y a une incitation à faire de l'OHP, mais c'est toujours dans le cadre des études ou des essais cliniques. Donc, c'est des malades bien sélectionnés. L'idéal, c'est de se faire traiter par l'imagerie fonctionnelle pour voir quelles sont les zones qui étaient ischémiques et qui ont bénéficié de l'oxygène. Il y a beaucoup d'études qui sont en cours. Et nous, ici, dans le service, on a, en collaboration avec nos collègues neurologues, on a traité 4 ou 5 malades. Ça a amélioré, ça a montré une petite amélioration, c'est pas énorme, mais de la fonctionnalité. Mais c'est toujours un problème logistique aussi, c'est des malades qui sont lourds et qu'on n'arrive pas à les traiter. Donc, trauma crânien, accident vasculaire cérébral, les encéphalopathies post-anoxiques, c'est toujours une incitation à l'utilisation. Vous voyez ici qu'il y a beaucoup d'indications, beaucoup de recommandations. Malheureusement, on ne va pas traiter, on ne va pas soigner toutes les pathologies. Avant, il y a eu beaucoup d'essais, notamment sur les médiastinites, sur les otites externes malignes, sur l'infarctus de myocarde, la rétinopathie pigmentaire ou la paralysie faciale. Toutes ces indications sont tombées à l'eau et actuellement, il n'y a plus de place
à l'oxygène hyperbare. C'est pour cela que le jury de conférence européen ne indique pas, plutôt il dit que c'est des indications qui ne sont pas acceptées et il ne faut plus le faire. L'oxygène hyperbare coûte excessivement. C'est un traitement qui a aussi ses effets secondaires, donc il ne faut pas se hasarder et l'indiquer dans tous les cas. L'oxygène hyperbare, il est mauvais probablement si on l'utilise chez des enfants avec troubles de spectre de l'autisme ou dans le sclérose en plaques ou dans les infirmités motrices cérébrales, chez les acouphènes ou à la phase aiguë de l'AVC. Ça n'a pas montré d'effets bénéfiques, voire même des effets néfastes. Mais si vous voyez, je mets en bleu le trouble de spectre de l'autisme parce que nous, ici, dans le service, on a traité plus d'une centaine d'enfants. On est en train de faire des études. Il ne faut pas, c'est vrai qu'il y a des recommandations, mais il y a aussi l'expérience clinique. Donc, on est en train de collaborer avec des pédopsychiatres. Et ce qu'on a constaté chez les enfants autistes, qu'il y a au moins quelques enfants qui ont amélioré leur langage, leur réciprocité sociale et surtout qu'il y a une satisfaction de la part de familles. Ce que nous adoptons ici en Tunisie, malheureusement, notre caisse de sécurité sociale fait la même chose que la Haute Autorité de Santé en France et il y a uniquement une seule liste. Donc, vous voyez qu'il y a plus qu'une vingtaine d'indications dans la littérature, mais malheureusement, on ne prend en charge par la sécurité sociale qu'une poignée de maladies, notamment l'intoxication en CO, les accidents de la plongée, les compressions, les infections donc à germe anaérobie, le pied diabétique et les lésions post-traumatiques. Malheureusement, il n'y a pas eu on est en cours de renégociation avec la sécurité sociale pour essayer d'élargir cette panel d'indications. En 2 minutes, je vais passer sur la prescription pratique de l'OHB. Je ne sais pas si les collègues qui m'écoutent, ils ont cette thérapeutique dans leur hôpitaux ou pas, mais sur le plan pratique, c'est une consultation tout comme une consultation médicale. Et avant de prendre un malade en OHB, il faut bien évidemment faire une consultation médicale, l'examiner, l'examen général, ses antécédents pour poser l'indication. Il faut regarder s'il n'a pas de contre-indication, notamment ORL. C'est parce que, par exemple, la dysperméabilité tubaire ou la présence, par exemple, de bulles d'emphysème ou la présence, donc, ce sont des contre-indications à l'oxygénothérapie hyperbare. On profite de cette consultation pour réaliser la TCPO2 dans le cadre de la cicatrisation. On profite parfois de demander d'autres consultations spécialisées, notamment de cardiologie, parce que le coronarien non revascularisé ou les insuffisants cardiaques sont généralement une contre-indication. On en a vu malheureusement de cas de syndrome coronarien avéré quand on faisait de séances. Ce n'est pas énorme, mais le coronarien méconnu risque de faire même des authentiques OAP dans les questions hyperbares. Il y a un certain nombre de contre-indications, notamment les épilepsies qui ne sont pas contrôlées, les malades épileptiques, parce que, comme je viens de dire tout à l'heure, l'oxygène peut entraîner donc de convulsions. Il y a les indications, l'emphysème, c'est une contre-indication, dysperméabilité tubaire aussi, c'est une contre-indication. Et puis, il y a les patients qui sont claustrophobes ou les malades qui risquent d'avoir des pathologies infectieuses, qui risquent de contaminer l'atmosphère, parce que c'est une atmosphère confinée, risque de contaminer les autres malades. Sur le plan protocole, nous, on utilise, et les recommandations internationales, c'est d'utiliser la pression de 2 à 2,5 atmosphères. Ça permet de faire les effets donc, thérapeutiques, d'augmenter la concentration d'oxygène, tout en diminuant le risque d'effet néfaste, c'est-à-dire à partir de 2,8 à 3 bars, ça peut donner plus d'effets indésirables. C'est des séances de 90 à 120 minutes. On le fait une seule fois par jour dans la majorité des indications, mais dans les infections anaérobies, par exemple, dans les gangrènes, on fait 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, et on évalue nos malades, surtout dans la cicatrisation, à chaque série de 10 séances. C'est des séances qui sont contrôlées de l'extérieur, donc vous voyez, ça, c'est les chambres le chambre hyperbare de l'hôpital militaire de Tunis. On peut admettre 8 malades à l'intérieur, des malades ambulants, comme on peut prendre aussi des malades intubés ventilés. Par exemple, les formes graves d'intoxication CO, on prend des malades intubés. Tout est contrôlé par des pupitres à l'extérieur. Il y a toujours un accompagnement par un infirmier ou un médecin à l'intérieur.
Et la communication, c'est une communication donc phonique entre le patient, les accompagnateurs et les gens qui sont sur le pupitre. Chez les malades ambulants, donc c'est de fauteuils. Chez les malades intubés ventilés, il y a bien évidemment des matériels qui est homologué hyperbare. On ne peut pas mettre n'importe quel respirateur ou quel scope à l'intérieur parce qu'il y a toujours un risque d'incendie. Derrière ce chambre, il y a un environnement technique qui est très important. Il y a des compresseurs d'air comprimé à basse pression, à haute pression, et pour gérer les incidents éventuels. Un centre hyperbare doit s'intégrer dans une structure hospitalière parce qu'il n'est pas sans risque. Donc, une réanimation derrière devrait être présente. Et nous, on adopte bien évidemment le Code européen de bonnes pratiques de médecine hyperbare qui est clair et qui détermine les procédures à utiliser dans chaque centre hyperbare. Il y a des risques sur le matériel, ce n'est pas sans incident. C'est une thérapeutique qui est relativement soft, mais malheureusement, il y a des effets secondaires, il y a des risques d'incendie, d'explosion qui sont exceptionnels, exceptionnels. Le risque d'incendie, ça s'est passé une seule fois à Milan en 1987, où il y a eu un incendie qui se déclarait à l'intérieur de caissons et 10 patients et leurs infirmières ont été brûlés vifs. L'oxygène, c'est un comburant. Actuellement, la sécurité incendie s'est bien améliorée dans le centre hyperbare. Et puis, il y a des risques de barotraumatisme, des risques d'embolie gazeuse, de toxicité de l'oxygène, comme je viens de dire tout à l'heure. Donc, c'est une activité à risque, donc il faut bien fouiller le malade. Il ne faut pas faire entrer des objets interdits à l'intérieur des caissons. Ça, c'est l'incident de Milan qui s'est passé en 1987, où 10 patients et leurs infirmières ont été brûlés vifs. On ne peut rien faire, malheureusement. Quand il y a beaucoup d'oxygène, c'est l'explosion et c'est l'incendie. Donc, l'oxygène hyperbare, c'est une thérapeutique qui est, certes, a bien profité des études récentes et ce qui permet donc d'améliorer les indications et la diversification des indications. Il y a beaucoup plus d'études qui sont en cours. C'est une piste de recherche, mais toujours les études sont nécessaires pour prouver ou pour infirmer les avantages et l'intérêt de cette thérapeutique dans la prise en charge de ces maladies. Et puis, ce qui est intéressant, il faut toujours essayer, si on est dans une situation de controverse, il faut avoir son expérience à lui et essayer de travailler dans des réseaux et faire des échanges d'expériences comme on est en train de le faire actuellement. Voilà, si vous avez des questions, bienvenue. Ça, c'est l'image de notre centre de médecine hyperbare à l'hôpital militaire de Tunis, qui est le seul centre dans le pays qui est fonctionnel depuis 2009, 2008, fin 2008, début 2009. Moi, j'ai commencé à diriger ce centre en 2014. Ça fait maintenant 9 ans. Et on traite près de 800 patients, entre 700 et 800 patients, toutes pathologies confondues. Ce service de médecine hyperbare, il fait partie d'un réseau francophone de médecine hyperbare. Il y a une société internationale francophone de médecine hyperbare qui s'appelle l'ICHF, la Société donc, internationale de centres hyperbares francophones, qui a été créée en 2017 à Genève. On a fait le premier congrès de médecine hyperbare à Genève en 2019. Le deuxième, on l'a fait l'année dernière, en 2021, à Marseille. Et cette année, on va le faire ici, même à Tunis, en Tunisie, à Hammamet. Donc, si vous voulez beaucoup plus d'informations sur la médecine hyperbare, soyez le bienvenu, soyez parmi nous du 18 au 20 mai 2023 à Hammamet. On est en partenariat avec toutes les sociétés donc, francophones de médecine hyperbare, suisses, belges, françaises, canadiennes, tunisiennes. Et donc, on va échanger nos expériences. On aura plus que 90 communications autour de la médecine hyperbare, la médecine de plongée. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, professeur. Je suis sûr qu'après cette belle présentation, il y a plus d'un qui seront intéressés
par ce congrès qui va se tenir de l'autre côté. Merci donc, merci professeur pour ce grand moment d'enseignement, une séance assez riche, très très pratique sur l'oxygénothérapie hyperbare, bien détaillée par des exemples assez pratiques. Nous vous en remercions très 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 sincèrement, professeur. Merci à vous pour l'invitation.